Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire exige la libération sans condition des militants du MRC, condamnés dans le cadre des marches pacifiques de septembre 2020. Le gouvernement camerounais se pliera-t-il à cette recommandation de l'organe onusien ? C'est la principale question que se pose l'opinion depuis la publication de ce rapport. Regain de tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako. Alassane Dramane Ouattara retire ses troupes de la force onusienne pour le maintien de la paix au Mali. En toile de fond, la décision du président de la transition Assimi Goïta de maintenir en détention des militaires ivoiriens accusés d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Militants incarcérés du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire exige la libération immédiate du professeur Alain Fogué, de Bibou Nissak et tous les autres interpellés et condamnés dans le cadre des marches pacifiques de septembre 2020. Ces recommandations ont été adressées au gouvernement camerounais pour exécution. Pierre Laverdy-Omban pour d'autres précisions. Concernant les cas Alain Fogué et Olivier Bibou Nissak du mouvement pour la renaissance du Cameroun et bien d'autres interpellés dans le cadre des manifestations post-électorales de 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande instamment au gouvernement du Cameroun de veiller à ce qu'une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de ces individus et de prendre les mesures qui s'imposent contre les responsables de la violation des droits de ceux-ci. Il faut préciser que le 26 avril 2022, le groupe de travail a transmis au gouvernement du Cameroun une communication concernant 15 individus cités dans son avis, l'y priant de lui fournir des informations détaillées sur ceux-ci au plus tard le 27 juin 2022 et l'appelant à garantir leur intégrité physique et mentale. Une démarche qui n'a pas fait écho auprès des autorités camerounaises dont le groupe de travail dit n'avoir pas reçu de réponse. Compte tenu de ce qui précède donc, un avis est donné sur les cas de privation de liberté au Cameroun, notamment concernant les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la qualifiant d'arbitraire en ce qu'elle est contraire aux articles 3, 9, 10, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 9, 14, 19, 21 et 22 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les experts des Nations Unies, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la mesure appropriée consisterait pour le gouvernement du Cameroun à libérer immédiatement les individus qui restent encore en détention et d'accorder à chacun des 15 individus cités dans son avis le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation conformément au droit international. Un avis adopté par le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies à sa 94e session tenue du 29 au 2 septembre 2022. Eneyo frappé d'une mise en demeure pour non-paiement de redevances. L'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun doit 4 milliards de francs CFA au régulateur du secteur de l'énergie, Arcel. D'autres précisions dans ce reportage de Branly Mambou, Ulrich Gonomala. 4,2 milliards de francs CFA. C'est le montant que réclame l'agence de régulation du secteur de l'électricité à Eneyo Cameroun. Ce montant représente la redevance du concessionnaire Eneyo pour le compte de l'année 2022. Des informations contenues dans une lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux. Au regard de la violation des prescriptions légales et réglementaires, je me vois dans l'obligation de vous signifier une mise en demeure de payer votre redevance 2022 sous 8 jours, et ce, des réceptions de la présente. Passé ce délai, l'agence de régulation du secteur de l'électricité ouvrira un recouvrement forcé, tel que prévu par l'article 8 alinéa 2 du décret du 29 janvier 2001. Un décret portant sur le taux, les modalités de calcul de recouvrement et de répartition de la redevance sur les activités du secteur de l'électricité.
De son côté, la société Eneo Cameroun n'a pas encore réagi face à cette réclamation. Annulation du paiement préalable de la caution de 50 000 francs CFA avant toute prise en charge à l'hôpital régional de Bafoussam. Le ministre de la Santé publique sur le terrain pour s'assurer de l'annulation de cette décision. Le docteur Manaouda Malachi a réitéré la fermeté de sa circulaire garantissant une meilleure prise en charge des patients. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Jusque-là, muet face à la polémique suscitée par la note, à travers laquelle il imposait une caution de 50 000 francs CFA avant l'admission de tout patient à l'hôpital régional de Bafoussam, le directeur de cette formation hospitalière s'est enfin expliqué à l'occasion d'une visite de travail que vient d'effectuer le ministre de la Santé publique dans la région de l'Ouest. Pour le professeur Eno Orok, cette mesure vise à contourner le phénomène de patients qui quittent l'hôpital en catimini après avoir bénéficié des soins. Il y a une tendance d'évasion de patients de cet hôpital, ce qui peut-être a incité à quelques actions désagréables que j'assume et que je regrette. Sauf que Manaouda Malachi est péremptoire, l'approche était maladroite. Nous avons discuté avec le personnel de l'hôpital régional, nous avons discuté avec le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam qui s'est d'ailleurs excusé pour sa maladresse parce qu'il avait un souci, mais c'était la mauvaise solution qu'il a utilisée parce que les instructions de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, sont assez claires sur la question. Le ministre de la Santé publique a réitéré l'impératif pour les hôpitaux publics de s'occuper de tout patient sans aucune mesure discriminatoire afin de ne pas s'écarter de la vision du président de la République. La succession à la chefferie de premier degré de Yezoum divise ce canton de la Haute-Sanaga. Dans une correspondance adressée au ministre de l'administration territoriale, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya, dénonce l'implication ou le jeu trouble de certaines hautes personnalités de la République dans la désignation du successeur de Sumbu Angoula, décédé en 2020. Christine Babanda nous en dit un peu plus. Correspondance du gouverneur du centre, Nasseri Paul Biya, adressé au ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, laisse croire qu'une personnalité souhaiterait imposer un chef à la tête de la communauté Yezoum dans la Haute-Sanaga. Dans le compte rendu du patron du centre, Sumbu Angoula Kit Zebra a été désigné comme nouveau chef de cette communauté par 21 notables sur 29, contre 8 pour son adversaire, Bertrand Pierre Sumbu, actuel directeur général de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. Dans le même communiqué, Paul Nasseri Biya attire l'attention de son supérieur hiérarchique sur le choix désigné de la personnalité submentionnée. Une ingérence trouble qui remet au goût du jour les crises de succession qui gangrènent les chefferies du Cameroun. Le récent conflit de succession à la tête de la chefferie Bangou dans l'ouest du pays en est une illustration avec la désignation par l'administration de Arnaud Tihutoyo en lieu et place du fils de l'ancien chef Sinkampol, comme voulu par les us et traditions. Au conflit de succession de Bangou s'ajoute celui de Bogandio, dans le sud-ouest du pays, où le sous-préfet de Tiko a annoncé la suppression de certains villages qui ne seraient pas officiellement reconnus. Les ingérences, violations de l'administration pour les chefferies traditionnelles ne cessent d'alimenter des tensions. Prenons à présent les nouvelles hors de nos frontières. Opération de maintien de la paix au Mali. La Côte d'Ivoire annonce le retrait de ses troupes de la MINUSCA pour 2023. Cette information exacerbe les tensions entre Abidjan et Bamako, déjà mal en point depuis l'arrestation de 49 soldats ivoiriens considérés comme des mercenaires selon l'État malien. Achille Kamgar pour plus de précisions. Abidjan, qui a toujours refuté les accusations de Bamako portées sur leurs soldats traités de mercenaires, a décidé du retrait progressif de ses personnels militaires et de police déployés au sein de la MINUSMA. Même si le courrier rédigé par la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU ne donne pas les raisons de ce retrait, il n'en demeure pas moins que le contexte actuel ait motivé la décision d'Abidjan. Depuis juillet dernier, les relations entre Bamako et Abidjan étaient extrêmement tendues.
ceci lié à l'affaire des 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako et qui, pour les autorités maliennes, sont des mercenaires qui avaient des objectifs au Mali, c'est-à-dire déstabiliser le régime. Il faut également dire avec les observateurs que la Côte d'Ivoire paye sa trop grande proximité dans ses relations avec la France. Ils ont accusé, n'est-ce pas, la France de soutenir le terrorisme au Mali. Il se pourrait, entre guillemets, que la France aurait mandaté, n'est-ce pas, une certaine mission de mercenariat au Mali, provoquée, n'est-ce pas, par des acteurs ivoiriens dans le cadre de paralyser même, n'est-ce pas, l'État du Mali. Au niveau du gouvernement malien, ils se disent qu'en fait, la plupart des sanctions qui avaient été prises par les autorités ivoiriennes, tout cela dicté depuis Paris. Donc moi je pense qu'au-delà même de cette affaire de 49 soldats, il y avait déjà de l'huile dans l'eau entre les Ivoiriens et les Maliens. Un double jeu que les Africains fustigent, eux qui appellent à plus de sincérité dans l'intervention militaire d'un pays dans un autre. Il faut apporter, n'est-ce pas, des missions militaires susceptibles d'éradiquer et même d'extirper, n'est-ce pas, en toute l'égalité, les forces qui paralysent les espaces riches en ressources naturelles au Mali. Le retrait des forces militaires et des polices ivoiriennes de la MINUSMA n'aura pas un impact réel sur la lutte contre le terrorisme dans la région. D'ailleurs, Bamako s'en sortirait mieux sans ces forces dites complices des velléités de déstabilisation. Ce n'est pas forcément obligé d'avoir des relations avec un certain nombre de puissances. S'il y a déjà une alliance digne de ce nom avec les nations sous-régionales, elles peuvent faire face à ces menaces terroristes. Surtout que quand on fait même le bilan, que ce soit la présence de la MINUSMA, que ce soit la présence de la force Barkhane, on se rend compte que depuis qu'ils sont là, depuis pratiquement près de 10 ans, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Ce sont 900 casques bleus ivoiriens qui vont quitter progressivement le territoire malien d'ici août 2023 sans être relevés. Présidentielle américaine, Donald Trump officiellement candidat pour l'échéance de 2024. L'ancien président des États-Unis promet de prendre sa revanche face à Joe Biden, qu'il avait battu il y a 2 ans. Nadine Yambou. Donald Trump se lance dans une nouvelle course pour la Maison-Blanche. L'ex-président américain a officiellement déposé sa candidature auprès de la Commission électorale fédérale pour l'élection présidentielle de 2024. L'Amérique est de retour, a-t-il lancé, dressant un bilan élogieux de son mandat. Trump évoque notamment un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Pour lui, l'actuel président Joe Biden incarne l'échec et la corruption. Bien plus, il accuse le gouvernement Biden d'avoir détruit l'économie américaine en 2 ans. Le célèbre homme d'affaires reproche également aux locataires de la Maison-Blanche d'avoir conduit le pays au bord de la guerre nucléaire, faisant référence au soutien américain à l'Ukraine. Dans ce duel, il promet de s'assurer que l'actuel chef d'État américain ne passera pas 4 années de plus au pouvoir. En réaction, dans un tweet, Joe Biden tacle son prédécesseur, le blâmant d'avoir laissé tomber l'Amérique. Cette déclaration est suivie d'une compilation de vidéos relevant comment Trump a œuvré à truquer l'économie pour les riches, attaquer les soins de santé ou encore les droits des femmes. Arrivé au pouvoir en 2016, il a échoué à se faire relire face à Joe Biden. Une défaite qu'il n'a jamais reconnue. Le magnat de l'immobilier est toujours visé par plusieurs enquêtes, notamment pour son rôle présumé dans l'attaque contre le siège du Congrès en 2021 ou encore sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Si dans le camp des républicains, plusieurs contestent la candidature de Trump, l'invitant à s'écarter de la scène politique, cependant, elle annonce les couleurs d'un possible remake de la présidentielle de 2020. Le président Joe Biden, pour sa part, a récemment réaffirmé son intention à se représenter pour un second mandat, bien que l'information n'a pas encore été rendue officielle. Et voilà qui nous mène dans la page sport de ce journal. Compte à rebours de la Coupe du Monde Qatar 2022, à jour J-4 du coup d'envoi de la compétition, ce n'est pas encore la grande effervescence dans les aéroports qatariens, tout comme au centre d'accréditation de la FIFA. Le pôle de l'ambiance au Qatar, c'est avec nos envoyés spéciaux Eric Ouattat, Nana Paul Sabin.
À bord d'un vol d'une compagnie prestigieuse, les envoyés spéciaux d'Equinox Radio-Télévision sont arrivés aux premières heures du mercredi 16 novembre à Hamad International Airport de Doha. Nous découvrons que cette infrastructure ultra-moderne est plongée dans une ambiance morose à 4 jours du coup d'envoi de la plus grande fête de football. Malgré la suppression des mesures barrières contre le coronavirus, la sortie de l'aéroport ne va pas comme sur des roulettes. Les visiteurs doivent s'armer de patience face aux mesures de sécurité renforcées. Des épreuves qui ne refroidissent en rien la passion de ses supporters argentins et brésiliens. Maradona, Messi. Et nous débarquons au même moment que ces supporters brésiliens. How are you, brother? Where are you guys from? Ok, Cameroun. Cameroun, all right, we're brothers. Comme ses fans de football, Equinox Radio-Télévision a déjà pris ses quartiers à Doha via le gigantesque centre d'accréditation de la FIFA situé au cœur de la ville de Doha. L'affluence n'est pas au rendez-vous. Des hommes et femmes de médias ne se bousculent pas aussi au centre d'accréditation du comité local d'organisation situé à Ingé-de-Pierre. Sur les quelques 1000 journalistes accrédités, seuls 200 ont jusqu'alors retiré leur passe suivant un processus rigoureux. Cet espace a été mis sur pied pour aider les journalistes qui doivent s'accréditer pour bien travailler pendant la compétition. Les restrictions autour du déploiement de la presse durant cette Coupe du Monde a déjà fait une victime. Le journaliste danois Rasmus Tantol, râpé en plein centre-ville par la police pendant qu'il bouclait un reportage. Dans tous les cas, durant 4 semaines environ, la première chaîne de télévision camerounaise présente à Doha mènera une attaque à outrance au cœur de la grand-messe de football pour combler ses auditeurs et téléspectateurs. Et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans une poussière de secondes avec Guy Zogo et ses invités en direct de Yaoundé. Bonsoir à tous.